Alors, cette cinquième étape qui se poursuit au 50e du Tour cycliste d'Abitibi, eh bien, on a perdu le signal, bien entendu, puisqu'il y a certains secteurs qui sont un peu moins bien desservis côté cellulaire. Mais on va retrouver le tout très bientôt, Louis, puisque les caméras tentent de se reconnecter. Il y a eu de l'action, évidemment. On n'a pas pu suivre beaucoup parce que, justement, les communications sont plutôt difficiles. Mais nous aurons les 3 tours de la fin pour vous. Ça s'en vient dans les prochaines minutes. Et Louis, on regardait ça tout à l'heure, là, selon les indications qu'on a. On est sur un scénario quand même médian. C'est-à-dire qu'on est dans les 3 scénarios du plus rapide au plus lent. Ben, on se trouve dans le milieu. Oui, ben en fait, évidemment, on pourra confirmer ça, tout ça un peu plus tard, mais on semble être sur une moyenne horaire d'à peu près 44 km/h. Donc, ce qu'on a pu avoir comme information, c'est qu'évidemment, il y a eu plusieurs tentatives d'échapper. Encore une assez récemment, il y a environ une dizaine de minutes. Par la suite, par contre, une échappée de 8 coureurs. Mais à chaque fois, les coureurs de l'équipe américaine qui parviennent à ramener le tout à la case départ. Dans les formations qui sont très, très actives au niveau justement de ces tentatives d'échapper, on doit souligner encore une fois des coureurs de la formation néo-zélandaise. Il y avait des coureurs de l'équipe du Québec. Dans cette dernière échappée, il comptait 3 coureurs de l'équipe néo-zélandaise, mais également 2 coureurs de l'équipe du Québec. Il y avait notamment le de SAR 81, Simon Dubuc, un athlète de la ville de Val-d'Or, et Félix Robert, donc qui ont fait partie de cette échappée. Donc les coureurs de l'équipe du Québec qui semblent être très actifs aujourd'hui dans cette étape. On a eu également un deuxième sprint pour le classement du meilleur grimpeur. On sait qu'il y en a 4 aujourd'hui. Et le deuxième sprint a été remporté par le Néo-Zélandais Drew Christensen, suivi de Connor Martin de l'équipe Tag Cycling Race Team et de Aiden Kotzbazayeux, qui avait déjà porté d'ailleurs le maillot du meilleur grimpeur. Donc, si on regarde le classement cumulatif provisoire, on a toujours Cervantes, donc qui est parti avec le maillot de meilleur grimpeur, qui tient la tête avec 15 points. Mais Connor Martin, coureur canadien de la formation Tag Cycling Race Team, est rendu maintenant deuxième avec 12 points. Aiden Kotzbazayeux est troisième avec 10 points. Et par la suite, on a 2 coureurs de la Nouvelle-Zélande qui ferment la marche. Donc, on voit actuellement donc, le peloton, la vitesse qui semble être élevée. Et ça semble être de nouveau les coureurs de l'équipe américaine. On voit le maillot bleu ici de Garrison, qui est le meilleur jeune au niveau du classement général individuel. Donc, toujours les mêmes coureurs de l'équipe américaine qui assument beaucoup de boulot dans cette étape. Donc, on les voit boire. Évidemment, c'est une étape qui est longue, une étape de tout près de 100 km. Donc, plus de 2 heures de course, peut-être aux environs de 2h15, 2h20 aujourd'hui. Donc, les Américains qui continuent de faire du bon travail dans cette 5e étape. Donc, 3 tours de 3,2 km qui seront effectués dans les prochaines minutes ici en ville. Et je vous invite aussi, on en a parlé un petit peu plus tôt, à ne pas manquer demain circuit urbain qui se déroulera en après-midi. Et ça sera une course très intéressante aussi à ne pas manquer, avec peut-être des revirements intéressants, puisque ce sera un circuit qui est plutôt difficile. On en a parlé un petit peu plus tôt également. Alors, on est heureux de récupérer tranquillement les images. Ça nous donne une occasion de pouvoir finaliser la course avec vous et vous expliquer un petit peu où on en est également. Il semble que les Américains, on ne sait pas si ça a été le cas tout au long de cette épreuve-là, mais hier, en tout cas, on les a vus beaucoup en avant-plan. Et là, on récupère les images. Mais encore une fois, c'est l'équipe américaine qui est au devant. Oui, on a eu, selon ce qu'on a pu avoir comme information, différentes tentatives d'échapper. Les Néo-Zélandais qui ont été très actifs, les coureurs de l'équipe de France également. Les coureurs de l'équipe du Québec. Donc, une course qui a été, semblerait quand même assez active, mais à chaque fois, on est parvenu à revenir. Donc, dans les écarts qu'on nous a transmis, on a rarement eu plus d'une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Donc, évidemment, ça devient très, très difficile de pouvoir creuser un écart si les Américains sont aussi vigilants. Mais évidemment, ça use. Donc, il faudra voir là, à l'entrée en ville. Évidemment, normalement, le maillot brun de Riley Sheehan ne devrait pas avoir eu à assumer trop de travail. Ce sont davantage ses équipiers. Probablement la même chose pour Michael Garrison. Même si le maillot bleu est moins important, les Américains sont en mesure d'aller chercher les 2 maillots, celui du meilleur jeune et du meilleur au classement général, pourquoi pas.
Ils ont la profondeur, encore une fois, pour pouvoir faire le travail. Mais il y aura encore, puis on se répète évidemment, 2 étapes importantes à venir. D'abord, demain, cette étape de circuit urbain avec un parcours qui comporte quand même quelques ascensions. Une étape de 102 km. Et la toute dernière étape entre Sender et Val-d'Or qui, elle, va être une distance de 120 km. Donc, et le classement demeure toujours très, très serré. Donc, avec seulement 1 minute qui sépare les 16 premiers au classement général. Donc, il y a encore beaucoup de possibilités de changement à ce classement-là. Donc, on voit encore une fois les coureurs de l'équipe américaine. Présentement, c'est le dossard numéro 12, Sean Quinn. Sean Quinn qui assure le rythme en tête du peloton. Alors, Quinn qui, évidemment, est un des capitaines, un des lieutenants importants à l'intérieur de cette formation. Alors, quand tu es en mesure, Jean-Philippe, d'avoir un lieutenant, quelqu'un qui est prêt à se sacrifier, puis qui est 6e au classement général, C'est parce que tu es en bonne position. C'est parce que tu es en très bonne position. C'est parce que tu as également la première et la deuxième et la troisième position au niveau du classement général. Évidemment, les écarts sont faibles. On l'a mentionné, Riley Sheehan, de maillot brun, détient la tête, suivi de Kendrick Boots, de sort numéro 13 à 11 secondes, de Michael Garrison, maillot bleu, de meilleur jeune et 3e à 11 secondes également. On a par la suite Ben Catterberg de la formation Tag Cycling Race Team à 15 secondes. Sam Cook, coureur néo-zélandais, mais québécois d'emprunt, puisqu'il porte les couleurs de la formation Desjardins Ford, qui est 5e à 24 secondes. Et par la suite, on a évidemment Sean Quinn, dont on vient de parler, des États-Unis à 40 secondes. Et le premier Québécois, il s'agit de Robin Plamondon sur les couleurs de l'équipe nationale qui occupe la 12e place à 56 secondes. Tristan Jussaume, pour sa part, également un coureur québécois au sein de l'équipe nationale, et 14e à 58 secondes. Alors, vous voyez le curseur vert sur le plan à votre droite. Ça vous donne une idée d'où on en est avec cette course. Départ d'Amos qui s'est effectué à 16h45. On a passé par Landrienne, Barrault et on approche de Val-d'Or dans les prochaines minutes. L'entrée qui est prévue là, aux alentours de 19h. Donc, on est à quelques minutes à peine de les voir franchir pour la première fois à la ligne d'arrivée. Nous allons voir 3 passages. Il y a 3 boucles qui se feront effectuer sous cette arche. Et nous allons déterminer qui sera le gagnant de cette 5e étape dans moins d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure environ. Nous aurons les résultats finaux. Et on parlait d'échappées tout à l'heure, tentative qu'il y a eu quelques tentatives aujourd'hui, pas d'échappées qui ont dépassé les quelques 20-30 secondes. Depuis le début de cette 50e édition, il n'y a pas eu d'échappée. Le rythme est tellement rapide que les cyclistes ont de la difficulté à se détacher. Si on se fie à différentes années où parfois on a eu des échappées de plusieurs minutes. Oui, effectivement. Et évidemment, on vient de voir le coureur Gianni Lamperti des États-Unis qui vient de céder la tête. Et c'est d'ailleurs Michael Garrison, le détenteur du maillot bleu, là, qui se retrouve en avant. On voit là, du côté droit de l'écran, ça semble être un porte-couleur de l'équipe du Québec. Mais il y a les Américains qui continuent d'imposer un rythme élevé. On a 1h50 d'écoulé maintenant. Donc, on approche de la conclusion de cette étape. Et ce sera intéressant de voir au cours des dernières étapes en peloton, on a assisté à des arrivées massives, donc des arrivées au sprint. Évidemment, Ryan Pickrell qui a remporté la première étape. On a eu par la suite, je crois que c'était la victoire de Jack Straub, coureur américain. On a eu évidemment Riley Sheehan qui nous a démontré que non seulement il peut exceller au niveau du contre-la-montre, mais c'est également un coureur qui est capable de sprinter. Donc, quelle sera la stratégie d'équipe américaine? Ils ont pour l'instant bien contrôlé pour s'assurer de protéger le maillot du meneur. Mais on a encore évidemment la conclusion de cette étape-ci avec donc peut-être la possibilité d'aller chercher des secondes de bonification additionnelles. Dans le cas de Riley Pickrell, bien évidemment, pour lui, c'est de consolider sa position en tête du classement pour le maillot point. Il est actuellement premier avec 72 points devant Taiji Ino, le coureur japonais, avec 64 points. Et Riley Sheehan est troisième avec 54 points. Mais dans le cas de Sheehan, évidemment, ce n'est pas une priorité pour lui. C'est vraiment le maillot brun
qui est sa priorité numéro un. Alors, côté stratégie, là, pour les autres équipes, on sait que les Américains, bon, tu l'as dit, il n'y a pas un grand écart, là, 16 cyclistes qui sont à l'intérieur d'une minute. Mais malgré tout, les étapes avancent. On en est demain à la 6e, avant-dernière. On sait que demain, stratégiquement, ça peut changer beaucoup parce que tu disais que le circuit pourrait amener des cassures, pourrait amener des situations différentes. Mais là, on en est où dans notre stratégie? Ben, en fait, l'idée, évidemment, c'est d'abord de remporter des étapes. Donc, il y a au-delà du classement général, une victoire d'étape, ça demeure quelque chose de prestigieux. Donc, pour toutes les équipes, on vise un podium dans une de ces étapes, alors que ce soit pour l'équipe du Québec ou même certaines des autres formations qui ne sont pas nécessairement des prétendants au classement général. Donc, on va viser des étapes. Donc, on va tenter de s'incorporer dans les échappées. Pour ce qui est du classement général, évidemment, il y a encore plusieurs coureurs, on l'a mentionné. Donc, ce qu'on tente de faire, c'est d'imposer un rythme élevé, de provoquer des échappées et d'user évidemment les coureurs américains, donc créer une fatigue. Et ça pourrait éventuellement fonctionner. On l'a vu au cours des années passées. Ils ont une très bonne équipe, mais ils ne sont pas infaillibles. Donc, aujourd'hui, ben, ça va être Alors, hier, évidemment, l'étape était relativement courte, une cinquantaine de kilomètres seulement sur Malartic. Aujourd'hui, c'est quand même 100 kilomètres de course. Donc, on travaille fort. Donc, éventuellement, c'est de faire en sorte que les coureurs deviennent fatigués et qu'on vienne à isoler Riley Sheehan. Alors, si Sheehan est obligé d'assumer du travail parce que là, ses équipiers sont fatigués, bien, à ce moment-là, on a peut-être plus de chances de pouvoir arriver à creuser un écart. On a vu les Néo-Zélandais très, très actifs encore aujourd'hui. Je pense que du côté de la Nouvelle-Zélande, on peut s'attendre encore à bien des choses. Évidemment, du côté des autres équipes également. Mais bon, ça sera pas facile parce que, encore une fois, les Américains ont une très bonne équipe, mais il n'y a absolument rien d'acquis. Mais les Américains, eux, une entrée massive en peloton, pour eux, c'est gagnant. Parce qu'à ce moment-là, on est crédité du même temps. Ben, c'est-à-dire que oui, c'est gagnant, évidemment, dans la mesure où certains coureurs qui sont quand même assez bien placés au classement général ne remportent pas l'étape. Si on regarde le classement général actuellement, on a Ben Catterberg de la formation Tag Cycling Race Team qui est 4e à 15 secondes. Alors, si lui l'emportait dans cette étape-ci, ben, il serait crédité de 10 secondes de bonification. Donc, il reviendrait à 5 secondes. Alors, évidemment, ce n'est pas suffisamment pour aller chercher le maillot brun. Je ne connais pas les qualités de Catterberg au niveau du sprint. Ça ne semble pas être sa force première. C'est un excellent coureur au niveau du contre-la-montre, au niveau de la route. Donc, est-ce qu'il est une menace? C'est pour ça que il ne serait pas étonnant de voir Sheehan encore une fois disputer le sprint aujourd'hui. Question d'aller chercher peut-être des secondes de bonification additionnelle et d'accroître son avance sur ses plus proches rivaux. Alors, si Sheehan, par exemple, gagnait l'étape, il irait chercher potentiellement un 10 secondes de plus sur ses plus proches opposants. Alors, considérant que Boots et Garrison, qui sont 2e et 3e, sont dans son équipe. Donc, le premier actuellement, celui qui est le plus proche de Sheehan, c'est Catterberg. Il est à 15 secondes. Donc, aller chercher un 10 secondes additionnel, ça viendrait pas. Évidemment, c'est pas, ça assure rien parce que dans une étape, surtout s'il y a un échappé dans un parcours et qu'on n'est pas vigilant, ben on peut perdre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Là. Ça arrive. Il n'y a aucun coureur qui, aussi fort soit-il, pourrait arriver à contrer une échappée importante s'il ne bénéficie pas d'un excellent support. C'est pour ça que dans une course par étape, que ce soit le Tour de l'Abitibi, le Tour de France, le Tour de Beauce, il n'y a aucun coureur qui peut gagner une course comme ça, seul, sans le support d'équipiers. Et c'est un travail que, pour l'instant, évidemment, les coureurs américains font avec brio. Mais là, les entraîneurs des différentes équipes, ce qu'ils vont dire à leurs athlètes demain, disons, pour entreprendre, ou même ce qu'ils leur ont dit avant aujourd'hui, il faut créer un échappé. Il faut se dissocier. Il faut qu'on arrive à se faufiler de la vigilance des Américains pour pouvoir créer un avance. Oui, puis on peut le faire avec, évidemment, on peut le faire avec plusieurs coureurs. Quand dans une équipe, par exemple, si je prends l'équipe du Canada, par exemple, vous avez Robin Plamondon qui est 12e à 56 secondes et vous avez Tristan Jussaume qui est à 58 secondes, qui est en 14e place. On a la même chose avec des coureurs de la Nouvelle-Zélande, donc qui ont des coureurs. Donc, il y a 3-4 formations avec le Japon, la France, la Nouvelle-Zélande, le Canada qui ont des coureurs, qui ont 2 coureurs à l'intérieur d'une minute.
Alors, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est d'envoyer un de ces coureurs-là dans une échappée, de forcer les Américains à assumer plus de travail et éventuellement de les fatiguer et peut-être garder à ce moment-là en réserve le deuxième coureur. Donc, on peut y aller avec une frappe en deux temps, c'est-à-dire qu'on envoie un premier coureur qui est bien placé au classement général, on force les Américains à travailler en espérant les user et éventuellement, on envoie un autre coureur en échappée. Donc, en procédant en alternance comme ça, souvent, ça peut être propice, mais encore une fois, ça ne pourra pas venir, et sans qu'il y ait de concertation, là, évidemment, entre les équipes. Il ne peut pas y avoir, il peut pas y avoir de collusion. Sauf que les intérêts sont les mêmes. Donc, quand il y a une échappée, une équipe va dire, par exemple, s'il y a un coureur de la Nouvelle-Zélande qui part en échappée, on part avec eux parce qu'on a exactement les mêmes intérêts. Donc, il y a 3, 4, 5, 6, cette équipe. Puis il y a des gens qui vont se greffer simplement parce que c'est une échappée, puis c'est une occasion peut-être d'aller remporter l'étape. Donc, si on a suffisamment de coureurs, s'il y a une cohésion dans cette échappée-là, donc on devient des alliés de circonstance, bien, on fatigue derrière les Américains. Mais encore une fois, on sait que les Américains ont une très, très bonne équipe. Ah, ils réagissent vite, et c'est pas... Et je douterais que ça soit stratégiquement qu'on parvienne à les piéger parce que c'est une équipe expérimentée. On l'a vu. C'est pas pour rien que le directeur sportif de l'équipe, Barney King, convoite actuellement un 10e titre autour de la BTB. C'est parce qu'ils savent courir, ils ont de l'expérience. Même si ce sont des athlètes d'âge junior. Alors, ça va être à la pédale et il va falloir provoquer des situations pour forcer et contraindre les athlètes à faire plus de travail. Alors, tranquillement, on commence à récupérer le radio tour, ce qui est bon signe. Ça vient généralement avec les images également de la course. On les voit à l'entrée. On ne doit pas être loin là, de la ville. Là. Non, on voit évidemment les immeubles. On était à 1h58 d'écoulée, donc on doit être sur le point de faire l'entrée en ville, si ce n'est pas déjà le cas. On rappelle que les coureurs, lorsqu'ils vont vont faire leur premier passage à la ligne d'arrivée, ils auront à ce moment-là parcouru 90 km et il leur restera 3 boucles de 3,2 km. Donc, on est certainement en ville actuellement. Donc, les coureurs qui vont s'approcher très bientôt de la ligne d'arrivée. On voit que c'est encore une fois un peloton regroupé. L'arrivée, le circuit, on l'a pu voir lors de la première étape où le peloton est arrivé regroupé. Il y a des cassures qui vont se faire. Alors, évidemment, les coureurs qui sont loin au classement général, qui peinent, après ça, vont simplement vont tenter de conserver. Puis du moment qu'ils vont être décrochés, ils vont simplement rallier la ligne. Parce que, ultimement, ce qui est important, c'est de terminer, c'est de compléter l'étape. Et de ne pas compléter l'étape à plus de 20 donc à 120 du temps du gagnant. Donc, si on parle d'une course d'un peu plus de 2 heures, donc à 2 heures, ça veut donc dire qu'on jouit de 24 minutes pour terminer derrière le gagnant de l'étape. Donc, on ne sait pas s'il y a plusieurs coureurs qui ont été lâchés au cours de la course. La seule information qu'on a eue, c'est qu'il y a un coureur qui a été contraint à l'abandon, donc le dossard numéro 113, un coureur de la Nouvelle-Écosse qui a abandonné en cours de route, Ian Hinks. Les coureurs de la Nouvelle-Écosse qui, évidemment, font leur possible, mais c'est un peu difficile, je pense, pour eux. Quand on regarde le classement général, les 4 derniers coureurs au niveau du classement général, ce sont des coureurs de la Nouvelle-Écosse. Ils ont 2 autres coureurs qui sont placés au 61e et 62e rang. Mais pour ces jeunes coureurs, je pense que le calibre est probablement un peu relevé, mais ça demeure quand même une occasion pour eux autres d'acquérir d'expérience. Alors, on nous dit qu'on roule à 44 km/h de moyenne. Et là, on voit coureurs de l'équipe canadienne, l'équipe américaine. Donc, du côté de l'équipe canadienne, on veut probablement, encore une fois, préparer le sprint pour Ryan Pickrell. Ryan Pickrell, le dossard numéro 71, champion canadien de critérium, rappelons-le, qui est détenteur du maillot orange. Donc, il pourra probablement compter sur ses équipiers pour amener le sprint final. Donc là, on a une très belle vue d'ensemble sur le peloton. Et encore une fois, les coureurs de l'équipe nationale américaine, c'est le dossard numéro 15, Jenny Lamperty actuellement, qui mène le peloton. Et là, on approche de la ligne d'arrivée pour le premier passage, Louis.
voilà les cyclistes qui s'en viennent. Un peloton regroupé pour ce premier passage. Donc, les coureurs vont faire bientôt leur entrée sur la 2e avenue. Ils vont venir passer à la ligne d'arrivée. Donc, c'est fait. On a un coureur légèrement détaché. On voit les coureurs de l'équipe américaine. Et au passage à la ligne, il va rester 3 tours à effectuer. C'est le premier passage à la ligne. Alors, on a en principe 2 Grands Prix de la montagne. Donc, on devrait avoir le 3e Grand Prix de la montagne de la journée qui devrait se faire dans les prochains mètres. Donc, on devrait voir en principe une voiture avec un commissaire rangé sur le côté de la route pour disputer ce sprint pendant qu'on voit les voitures d'équipe. Alors, les voitures de la caravane, évidemment, vont continuer de suivre les coureurs pendant les 2 premiers tours. Pour apporter assistance mécanique en cas de problème, mais vont se retirer après 2 tours. Et on se rappelle pourquoi, c'est qu'évidemment, il restera 3 km,2. Donc, s'il y a un problème avec 3 km à faire, même si les coureurs ont un problème mécanique, il y a pas de, ils seront crédités du même temps que le gagnant, ou que le peloton plutôt. Alors là, on a perdu la caméra, en fait, il y a quelques secondes, mais nous sommes en plein sprint actuellement, puisque c'est un Grand Prix de la montagne qui se dispute. Et là, je ne sais pas si on a passé le drapeau ou pas, là. Alors, ça semble être un coureur, je ne sais pas si c'est un coureur de l'équipe canadienne, donc je pense qu'effectivement, on est possiblement passé, mais là, pour l'instant, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on poursuit l'effort. Alors, donc, du côté des... voilà. Non, le voilà. Donc, le Grand Prix de la montagne va être disputé. La question sera de savoir, est-ce que les coureurs vont poursuivre leur effort ou s'ils vont se relever et attendre le peloton. Donc, souvent, les coureurs vont simplement aller chercher les points, se relever, attendre le peloton. Pour d'autres coureurs, on va poursuivre l'effort, essayer d'en profiter justement pour partir en échappée. Mais pour ça, il faut évidemment être plus d'un coureur si on va avoir une chance de parvenir à distancer le peloton. Et là, évidemment, lors d'un circuit comme ça, ça descend, ça roule vite. Voilà pourquoi les véhicules doivent prendre une avance. Et c'est ce qui explique qu'on a un petit peu plus de difficulté pour l'instant à vous présenter les cyclistes. C'est simplement par sécurité, parce qu'un véhicule ne freine pas comme un vélo. Les vélos freinent plus à la dernière minute par rapport aux véhicules qui doivent, eux, prendre de l'avance. Dans cette section, les coureurs atteignent aisément le 65-70 km/h, même davantage. Donc, alors, évidemment, lorsqu'on arrive dans les courbes, il faut s'assurer de laisser suffisamment de distance pour ne pas gêner les coureurs et surtout pas occasionner d'accidents. Et là, il semble y avoir une petite cassure qui vient de s'effectuer. On a au moins on a 2 coureurs là, qui se sont détachés. On peut voir derrière un 3e coureur là, et on voit là, que la moto, évidemment, ne parvient pas à négocier les virages aussi rapidement. Donc, il faut vraiment là, garder une bonne distance parce que les coureurs, eux autres, n'ont pas à ralentir lorsqu'ils arrivent dans les courbes. On se rapproche du prochain passage à la ligne d'arrivée. Il y en a 3 aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a Robin Plamondon de l'équipe nationale du Canada, si je me fie à sa taille. Robin qui occupe le 12e rang au classement général. L'année dernière, sa première saison chez les juniors, il avait pris le 10e rang au classement général du Tour de l'Abitibi. Donc, c'est une belle tentative de la part de Robin. Donc, peut-être aller chercher, grappiller des secondes s'il parvenait à conserver. Donc, du côté de l'équipe américaine, pour l'instant, on ne semble pas trop se soucier de ce coureur. Donc, attendons voir si on peut avoir le numéro. Ça semble être... 74. C'est Plamondon. Non, le coureur devant. Alors, c'est le 181. Donc, du côté du 180, il s'agit de Hayden Coats-Bayazeux. Donc, c'est lui, évidemment, est là, je dirais probablement avant tout pour le classement de la montagne. On a le maillot à poids qui se met devant parce que, alors, lui, il veut évidemment pas perdre le maillot du meilleur grimpeur. Donc, Bayazeux qui est allé chercher des points. Mais pour ce qui est de Robin Plamondon, c'est une très belle manœuvre de sa part. Donc, il a peut-être allé chercher, donc avec 15 secondes pour l'instant d'avance,
Alors, évidemment, il reste encore environ un peu moins de 6 km pour Plamondon. Donc, est-ce qu'il va parvenir à contenir? Est-ce que les deux coureurs vont parvenir à rester en échappée? On nous donne pendant ce temps-là les résultats du Grand Prix de la Montagne. Alors, les résultats du Grand Prix de la Montagne, on a le 165 qui est allé chercher ce sprint. Alors, il s'agit de Connor Martin, suivi en deuxième position de Aiden Kotzbayazeux de 181 et le 175 Kevin Cervantes de la formation Altera Home Loans qui était le détenteur de ce classement avant l'étape d'aujourd'hui. Donc, on devrait avoir bientôt un nouveau classement provisoire. Donc, Cervantes, qui dans ce sprint est allé chercher 2 points. Martin est allé chercher de son côté 5 points. Et puis, pour Bayazeux, c'est 3 points. Donc, on aurait présentement une égalité au niveau du classement pour le maillot de meilleur grimpeur avec Cervantes et Connor Martin qui ont tous deux 17 points. Est-ce que c'est à ce passage-là qu'on récolte le deuxième Grand Prix de la montagne? Ça va être dans le dernier tour, effectivement. Okay, parce qu'on avait croisé le drapeau blanc, là, je me demandais si on... Alors, Bayazeux ici, qui semble avoir été distancé, donc il va se faire reprendre. Donc, pour lui, évidemment, c'était davantage... le classement de la montagne. Il a poursuivi son effort. Alors, Robin Plamondon, maintenant, qui se retrouve seul, ça va être très difficile. Il regarde par-dessus son épaule pour voir où se situe le peloton pour déterminer s'il poursuit son effort. Donc, pour l'instant, il ne semble pas avoir abdiqué. Et comme on vous le disait, il y a un certain secteur de ce parcours qui est un petit peu plus critique à suivre. On est dedans, mais dans les prochaines secondes, nous allons franchir la ligne d'arrivée à nouveau. Il ne restera qu'un seul tour pour déterminer le gagnant de cette 5e étape. Vous voyez la ligne d'arrivée, c'est du côté de Val-d'Or. C'est ici que ça se déroule pour cette 50e édition. Et laissez-moi vous dire qu'il y a pas mal d'actions. Il va en avoir également demain puisqu'on aura tout un circuit ici en 10 tours qui seront à faire au centre-ville. Soyez-y si vous êtes de la région pour ne pas manquer ça. Et soyez-y également du côté du web si vous êtes à l'extérieur pour ne rien manquer. Entre-temps, dans les prochaines secondes, nous allons récupérer le signal des cyclistes qui approchent puisqu'ils sont en descente rapide vers la ligne d'arrivée. Et nous allons voir où nous en serons dans les prochaines secondes. Question de savoir ce qui se profile pour le dernier tour. Visiblement, on va se terminer encore une fois avec un sprint de peloton, un sprint regroupé, là. Alors, on vient d'entendre les consignes données sur Radio Tour à tous les véhicules là, qui vont devoir donc quitter tout juste avant de passer la ligne d'arrivée, vont prendre la déviation au moment où on va entamer le dernier tour. Il y avait Robin Plamondon qui, aux dernières nouvelles, avait 5 secondes d'avance seulement. J'ai l'impression qu'il va probablement avoir été repris. Évidemment, un peloton dans une descente à vive allure, il y a un net avantage là, sur un coureur qui est seul. Et ça semble être le cas puisque les nouvelles images nous présentent un coureur français seul. Donc, il semble bien... on a donc un petit groupe qui s'était détaché. Un coureur français. On a par la suite, on voit toujours Robin Plamondon qui tente de résister. Un coureur néo-zélandais et je ne sais pas qui est le 4e coureur. C'est un maillot, ça semble être un maillot orange. Est-ce qu'il s'agit de Ryan Pickroll? Je ne le saurais dire. Ah, je crois que oui, moi. Je pense que c'est Ryan Pickroll. Ryan Pickroll qui est le détenteur du maillot orange qui... on aurait pensé qu'il se serait réservé pour le sprint, mais qui a décidé de passer à l'attaque. Donc, on va voir à l'instant tous les véhicules des équipes qui vont sortir justement du circuit. On vient d'amorcer le dernier tour avec maintenant 3,2 km à faire. Et il reste ce dernier sprint pour le classement de la montagne. Et on sait qu'actuellement, Cervantes et Connor Martin sont à égalité avec 17 points chacun. Mais il n'y a aucun de ces coureurs qui se retrouve actuellement parmi les 4 premiers. Donc, on aura vraisemblablement une égalité au terme de cette étape. Donc, 10 secondes de priorité maintenant pour les 4 coureurs. Bien ça peut être intéressant, là. Si on arrive à
à travailler de façon concertée entre ces quatre-là, peut-être qu'on a une chance de se rendre à la ligne d'arrivée. Oui, d'autant plus que vous avez dans ce groupe deux coureurs de l'équipe canadienne. Non, évidemment, ils n'ont pas le même maillot parce que Robin Plamondon a le maillot de l'équipe canadienne, tandis que le maillot orange, il s'agit de Ryan Pickrell, donc qui est détenteur de la tête au niveau du classement. Il y a également dans ce groupe le dossard numéro 42. Et on a également Tom Manguenot qui est très bien placé au classement général à 42 secondes du meneur. Et dans le cas du dossard 42 de coureur néo-zélandais, je tente de voir où est-ce qu'il se situe. Il semble être un petit peu plus loin dans son cas, mais on a certainement avec Manguenot et Plamondon deux coureurs qui pourraient profiter de cette opération. Et dans le cas de Pickrell, bien, ça pourrait lui permettre d'aller chercher une victoire d'étape. Donc, du côté de l'équipe canadienne, c'était bon. Alors, tout ça pour finalement revenir à la case départ parce qu'on vient de nous annoncer que l'échappée a été reprise, mais très, très belle tentative de la part des coureurs et deux coureurs d'équipe canadienne, de même que le Français néo-zélandais. Mais les Américains, de toute évidence, qui veillent au grain et qui sont parvenus à ramener le tout à la case départ. Donc, il semble maintenant presque acquis qu'on va avoir un sprint final. Ils auraient peut-être pu y arriver avec 4 coureurs s'ils avaient continué à pousser, mais il fallait prévoir que les Américains ne les laisseraient pas s'éloigner trop. D'ailleurs, c'était surprenant même de voir une échappée comme ça. Les Américains qui devaient se réserver tout en essayant de garder une distance raisonnable, sachant qu'ils pouvaient les rattraper assez rapidement. Oui, effectivement. On vient de nous transmettre aussi par la même occasion les résultats du dernier Grand Prix de la Montagne. Donc, le gagnant du Grand Prix de la Montagne, le dossard 21, Tom Manguenot, qui obtient 5 points. Pour la deuxième place, c'est Ryan Pickrell avec 3 points. Et en troisième position, c'est le 42, Theo Gilbertson. Alors, nous en sommes maintenant à quelques secondes, Louis, de la conclusion de cette 5e étape. Nous allons les voir franchir la ligne d'arrivée très bientôt. Et alors, il y a un coureur qui semble être détaché avec 1 kilomètre à faire. On n'a pas été en mesure de l'identifier. C'est un maillot qui semblait jaune. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un coureur de la formation Desjardins-Ford. On sait qu'il y a un coureur néo-zélandais dans cette équipe qui a très bien fait dans une des étapes précédentes. Est-ce que ça serait encore le cas? Attendons voir. Donc, on devrait assister. Donc, est-ce qu'il y aura un coureur encore détaché lors du sprint de l'arrivée? Donc, le drapeau à damier. Donc, ça semble... non, on a une arrivée massive et là, on va se ranger sur le côté pour laisser libre cours au sprint. Donc, on a le maillot orange qui est en deuxième position. Le maillot brun qui est en train de... qui tente de revenir. Et Ryan Pickrell, le champion canadien de Critérium, qui est détenteur du classement pour le meilleur sprinter, qui vient chercher une deuxième victoire d'étape. Alors, même s'il était parti dans cette échappée, il avait encore suffisamment de réserve pour pouvoir aller chercher une victoire d'étape. Alors, évidemment, pour Pickrell, c'est une consolation. On doit se le dire parce qu'avec... l'erreur d'inexpérience qu'il a commise, il avait perdu le maillot brun, mais il s'est rabattu sur le maillot orange, donc c'était pas un spécialiste du contre-la-montre. Et très, très belle performance de la part du champion canadien de Critérium qui vient clamer une deuxième victoire d'étape et un troisième podium depuis le début du Tour d'Abitibi, puisque hier, il s'était classé deuxième lors de l'étape de Malartic. Alors, beaucoup d'actions dans les 3 derniers tours. C'est très intéressant. Mais ça laisse présager demain, tu en as parlé plusieurs fois, que ce sera une étape très intéressante à suivre également, puisqu'on aura 10 tours en circuit urbain. Il y a des ascensions, il y a des parties qui sont plus difficiles. Donc, on pourrait espérer une course plutôt palpitante avec des revirements. Soyez-y demain après-midi parce que ce sera une occasion de pouvoir voir ces cyclistes ici dans la région de Val-d'Or. Ce circuit urbain, c'est 10 tours de 10,4 km, donc un total de 104 km. Et ça va débuter tout ça à 17h15. C'est un coureur japonais qui vient compléter l'épreuve. Donc, on peut voir là, que la fatigue sur le visage. Donc, il y a plusieurs athlètes là, qui, dans cette dernière portion du parcours, donc le circuit urbain, qui ont eu de la peine à maintenir le rythme.
Donc, on vient terminer. On sprint pour l'honneur. Alors, évidemment, ça ne changera pas grand-chose au niveau du classement d'étape. Mais par principe, on donne un dernier effort pour venir compléter. On voit le maillot du meilleur grimpeur. Alors, dans le cas du meilleur grimpeur, évidemment, les officiels auront à départager tout ça. Mais a priori, il semblerait y avoir égalité pour le classement entre Kevin Cervantes, qui était détenteur du classement du meilleur grimpeur avant le début de la journée, et Connor Martin, un coureur canadien de la Colombie-Britannique qui court pour la formation TAG Cycling Race Team. Alors, les deux coureurs auraient, je dis bien, donc ça reste à confirmer, mais ils auraient tous deux 17 points à l'issue de cette étape. Donc, on qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, en fait, je vais essayer d'aller voir, évidemment, au niveau des règlements. Donc, on a des règlements spécifiques dans toutes les épreuves qui permettent de départager. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que dans le cas d'une égalité au classement, on fait application des critères suivants jusqu'à ce qu'il y ait un départage. Donc, nombre de premières places dans les côtes, nombre de secondes places dans les côtes, nombre de troisième places dans les côtes et classement général individuel au temps. Donc, alors, il faudra voir là, dans les différents sprints si les athlètes, si on a un parcours identique, ben à ce moment-là, ce serait classement général individuel au temps. Mais sinon, ben, on considère le nombre de premières places, le nombre de deuxième places et ainsi de suite. Ah, ben c'est intéressant. On va le voir dans les prochaines minutes parce qu'il y aura une remise des maillots, le podium qui va se faire d'ici peut-être 20 minutes. Alors voilà, cette 5e étape, c'est conclu, c'est terminé. Encore une fois, sous un ciel magnifique. Et il fera beau aussi demain pour cette 6e étape. Soyez-y, ne manquez pas ça. Nous en sommes à la 50e édition du Tour cycliste d'Abitibi. Encore pas mal d'actions à venir. Vous voulez voir les résultats finaux, les podiums, les remises de maillots, ça s'en vient dans les prochaines minutes. Nous, de notre côté, on vous remercie d'avoir été là. On vous souhaite une excellente fin de journée. Louis Barbeau, directeur général de la Fédération des sports cyclistes. Merci beaucoup, encore une fois, pour cette description. Et demain, on sera avec vous dans l'intégralité de la course. Ce sera Louis Bertrand qui aura le privilège de vous présenter la voie pour vous expliquer ce qui va se passer. Et on vous retrouve pour la grande finale dimanche, Santerre et Val-d'Or.